Bonjour à tous. Devant le succès de nos premiers podcasts et votre enthousiasme à suivre ceux du Dr Thierry Hertog, nous sommes vraiment ravis de poursuivre cette aventure des paroles d'experts Energetica Natura. 2 mardis par mois, retrouvez des experts en médecine fonctionnelle, que ce soit en hormonologie, en santé digestive, en santé métabolique et bien d'autres encore. Ces paroles d'experts sont pour vous, professionnels de santé, experts ou débutants, une occasion unique d'approfondir vos connaissances et d'avoir accès à une grille de lecture différente par rapport à votre pratique actuelle. Cet outil vient enrichir notre offre de formation académique proposée sous forme de webinaires, d'ateliers digitaux, de tables rondes et de masterclass scientifiques pour, jour après jour, vous accompagner de façon personnalisée au plus près des attentes de vos clients et patients. Restez connectés et retrouvez nos paroles d'experts sur les grandes plateformes d'écoute, YouTube, iTunes, Spotify et SoundCloud, et bien sûr sur notre site web, rubrique Académie. À bientôt! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de nos podcasts Paroles d'experts d'Energetica Natura. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Isabelle Meurger, qui est médecin fonctionnel spécialisée en médecine anti-âge. Bonjour Isabelle. Bonjour Anne-Catherine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors on va aborder aujourd'hui un thème très pointu, qui est l'impact du jeûne sur l'épigénétique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous réexpliquer ce qu'est vraiment l'épigénétique ? Oui. Alors, avant de parler d'épigénétique, on va faire un petit point déjà sur la génétique, puisque une grande partie de ce que nous sommes est déterminée par l'hérédité de nos parents, et a priori, jusqu'à il y a quelques années, on pensait que c'était inchangeable. Notre ADN, il est constitué de 4 bases de nucléotides, l'adénine, la guanine, la cytosine, la thymine. Nous avons 23 paires de chromosomes, qui constituent notre génome, et en tout, on a entre 20 000 à 30 000 gènes. Un petit rappel de comment ça se passe pour faire des protéines. Donc, on a une phase de transcription. L'ARN polymérase va passer à travers les 2 brins d'ADN et va lire l'ADN. C'est ce qu'on appelle la transcription. Et puis, il y a la phase de traduction où l'ARN va pouvoir sortir du noyau pour aller dans le cytoplasme où se trouvent les ribosomes qui sont nos usines à fabriquer les protéines. Alors, il faut savoir que dans les cellules de notre organisme, que ce soit de l'estomac, de la peau, du muscle, toutes les cellules de notre organisme ont dans leur noyau exactement le même génome. Comment se fait-il qu'une cellule de peau va faire du collagène, qu'une cellule de foie va faire des hépatocytes? On voit qu'il y a l'expression des gènes qui est différente en fonction de l'organe dans lequel il se trouve. Pour commencer un petit peu à aborder l'épigénétique, je vais vous donner un exemple. Vous avez les Indiens Pima d'Amérique du Nord. On peut voir des photos des années 1800 où ce sont des chasseurs-cueilleurs très sveltes, très musclés. Et maintenant, les Indiens Pima, eh bien, ce sont pour la plupart, malheureusement, des patients obèses, en surpoids, en problèmes métaboliques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans leur environnement pour en arriver là ? On peut observer aussi des vrais jumeaux qui ont exactement les mêmes gènes, mais on voit que dans l'évolution de leur vie, ils ne se ressemblent pas. Qu'est-ce qui s'est passé également dans leur vie pour en arriver là ? Dans la nature, les abeilles, elles ont exactement le même génome, mais en fonction de la nourriture qui va leur être apportée, une va devenir ouvrière et l'autre va devenir reine. Un autre exemple dans la nature, les tortues, elles vont être femelles ou mâles en fonction de la température. Donc c'est cette notion d'épigénétique que vous commencez peut-être à saisir qui fait qu'il y a des choses, il y a des interrupteurs autour de notre ADN qui vont exprimer ou non les gènes. On peut comparer ça, si vous voulez, on peut faire une métaphore, on peut dire que les gènes, c'est la partition de musique et que l'épigénétique, avec mon crayon et ma gomme, je vais pouvoir changer la partition et faire que telle ou telle note va s'exprimer ou pas. Il faut savoir que 10% de nos gènes sont exprimés dans le génome. 90% de nos gènes sont silencieux et ne serviraient à rien, je dis bien ça au conditionnel, puisqu'on a appelé ça l'ADN poubelle, mais on va voir plus loin que cet ADN n'a rien d'un ADN poubelle et a une utilité très grande en épigénétique. Donc ce sont ces interrupteurs sur l'ADN
qui autorise ou non l'expression des gènes. En épigénétique, il y a le docteur Kandel qui a fait beaucoup et qui a démontré que 85% de nos gènes étaient activés ou éteints en 3 secondes. Donc ça se fait très rapidement. Ils sont activés ou éteints en fonction de notre environnement, ce qui inclut également les pensées, les croyances, les émotions qui vont avoir une influence sur cette épigénétique. Et cette modification de l'expression des gènes va être faite de manière réversible, transmissible et adaptative, sans modification aucune de l'ADN. Alors, qu'est-ce que c'est? On va aller un petit peu plus loin, on va un petit peu voir de plus près ce que sont ces interrupteurs qui permettent d'allumer ou d'éteindre ces gènes. Donc, se trouvent les groupes méthyl. Ce sont des groupes qui vont venir se coller aux bases C de notre ADN et venir et empêcher ou activer, favoriser la transcription de l'ADN. Et ça va diminuer ou non, ou augmenter la production de certaines protéines. Une autre façon aussi d'influencer cette expression des gènes, c'est la configuration spatiale de notre ADN. Il faut savoir que l'ADN est tridimensionnel et il est extrêmement compacté. Ça va former des petites boules autour des histones, on appelle ça des histones, qui vont former des colliers de perles. Il faut savoir que l'ADN, si on le déroulait, il mesurerait 2 mètres. Imaginez 2 mètres qui rentrent dans une cellule de 1/10 de millionième de millimètre. Donc ça montre à quel point c'est compacté. Et ces modifications spatiales de notre ADN, ça va jouer un rôle très important dans l'expression ou non de nos gènes. Une notion importante également en épigénétique, c'est les notions d'évolution. Vous connaissez tous la sélection naturelle de Darwin. Il dit que c'est le hasard qui crée des mutations dans le code génétique. Mais il existe aussi une autre théorie, c'est celle de Lamarck, et lui, il dit que la fonction crée l'organe. D'ailleurs, pour ça, il donne l'exemple de la girafe qui a allongé son cou pour pouvoir survivre et manger les feuilles plutôt en haut des arbres, alors qu'il n'y avait plus de fruits en bas des arbres. Et on voit bien que les girafes ont donné des girafons qui ont eux-mêmes un cou long, donc il y a une possibilité de transmission héréditaire des caractères acquis. Alors ces 2 théories, pour moi, elles sont toutes les 2 vraies et je pense qu'il faut leur accorder toutes les 2 une importance égale. Sur cette question d'épigénétique, on entend aussi beaucoup parler des télomères qui sont considérés parfois comme un marqueur du vieillissement. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle est l'importance de ces télomères sur l'épigénétique ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un télomère? Donc, un télomère, c'est une structure de chromatine, donc d'ADN, qui est non codante. Donc, cette structure d'ADN va former comme un capuchon aux 4 extrémités de nos chromosomes. Il faut savoir qu'à la naissance, on a une longueur moyenne des télomères qui se situe entre 10 000 et 17 000 paires de bases d'ADN. Et en vieillissant, donc on va perdre petit à petit ces paires de bases. À 20 ans, on n'en a plus que 8 à 10 000. Et puis, on en perd 15 à 60 paires de bases par an. Donc, on a conclu que ces télomères agiraient comme une horloge biologique et qui régirait la durée de vie de nos cellules. D'ailleurs, un chercheur microbiologiste américain, Hayflick, a supposé qu'on avait une limite de division cellulaire. Il avait dit qu'on pouvait diviser maximum 50 fois. C'est ce qu'on appelait la limite de Hayflick. Olovnikov, un autre biologiste russe, lui, il a relié cette limite de prolifération cellulaire, il a relié ça au raccourcissement des télomères. Et pour ça, il a émis l'hypothèse qu'il devait peut-être exister un enzyme qu'il appelait déjà la télomérase, mais dont il n'avait pas montré l'existence, qui permettrait de rallonger ces télomères. Alors, Elizabeth Blackburn et son équipe, en 1985, a réussi à montrer l'existence de cette télomérase. Et d'ailleurs, toute son équipe a eu le prix Nobel de médecine en 2009.
Ils ont écrit un livre très intéressant en 2017, The Telomere Effect. Est-ce qu'aujourd'hui, on a identifié certains agents, certains éléments qui pouvaient agir sur la longueur des télomères? Oui, tout à fait. Et Elizabeth Blackburn a bien sûr fait des études nombreuses sur les télomères. Elle a déjà montré ce qui avait un impact négatif sur les télomères, c'est-à-dire ce qui raccourcissait nos télomères, et notamment le stress. Donc le stress raccourcit nos télomères. Elle a ensuite fait des études justement sur des techniques de gestion du stress, notamment la méditation, en faisant plusieurs types de méditation. Donc la première, c'était une méditation bouddhique, et elle a utilisé donc des volontaires qui ont fait cette méditation, et elle a montré que la télomérase avait augmenté de 30% chez ces volontaires. Également, il y a eu une amélioration de la capacité cognitive, une amélioration de l'attention et de la santé globale. Une autre étude de méditation différente, qui s'appelait la Kirtan Kriya, c'est une méditation chantée, a montré que par rapport au groupe contrôle, l'activité de la télomérase des méditants, elle dépassait 43% celle de l'autre groupe. Une autre étude, cette fois-ci sur le gène récepteur au cortisol. Ce gène, il régule la réponse au stress. Il va s'exprimer moins quand l'adaptation au stress est mauvaise. Michael Minet, au Canada, a étudié l'influence des soins maternels chez le rat. Si la mère est attentionnée, les groupes méthyl vont être retirés et le gène récepteur au cortisol va pouvoir s'exprimer. Et on va voir que c'est transmissible puisque la génération suivante aura le même comportement transmissible. Une autre étude de Rachel Yehuda à New York, elle a étudié les descendants des survivants de l'Holocauste et a montré que les psychothérapies avaient un effet réversible sur l'expression du gène du récepteur au cortisol. Il y a eu d'autres études, il y a eu de nombreuses études qui ont montré également que la méditation stimulait les gènes de l'immunité et diminuer l'expression des gènes de l'inflammation. L'épigénétique, c'est l'idée et que cette interaction entre notre génome et l'épigénétique, c'est ça qui détermine ce que nous sommes réellement. Nos actions, celles de nos parents, l'environnement dans lequel nous vivons, notre style de vie, notre alimentation, nos pensées, tout cela influence l'activation ou l'inactivation de nos gènes. Ça veut dire qu'avec de nouvelles pensées, de nouveaux choix de vie, de nouveaux comportements, de nouvelles expériences, de nouvelles croyances, nous transformons l'expression de nos gènes, donc notre corps physique et notre chimie corporelle. C'est comme ça qu'on a démontré qu'il y avait 5 comportements qui permettaient de réguler nos gènes. Donc la méditation pleine conscience, vous avez vu qu'elle a été très étudiée. L'alimentation et le jeûne, donc a une influence sur nos gènes. L'exercice physique, le fait d'être en joie, d'être heureux dans ce que l'on fait, et avoir un réseau affectif et social, avoir une bonne influence de ce réseau affectif et social. Donc pour allonger ces télomères aussi, on a étudié plusieurs molécules, donc il y en a pléthore, il y en a une grande liste, comme la metformine, la rapamycine, la berbérine, l'astragale, certains peptides, le ginkgo biloba, les oméga 3. Donc il y a une liste assez importante de plein d'actifs qui permettraient d'activer sa télomérase. C'est vraiment intéressant parce que ça nous donne plein de possibilités pour éventuellement tenter d'allonger nos télomères. Donc on a vu que dans les comportements positifs, dans ce contexte, le jeûne pouvait avoir un impact sur l'épigénétique et sur la régulation de l'expression de nos gènes. Quels sont les mécanismes qui sont impliqués dans ce processus ? Donc les mécanismes du jeûne, ça va agir spécifiquement sur des gènes de régulation de la longévité et des gènes de régulation de la détoxification et de la réparation cellulaire, comme les sirtuines, notamment les sirtuines 1 et 3, comme l'AMPK, les gènes aussi qui sont impliqués dans la régulation de l'autophagie, les gènes impliqués dans la régulation du stress, dans les processus hormétiques. Ça va agir principalement sur ces gènes-là. Est-ce que tous les types de jeûnes ont le même impact sur l'épigénétique ? Alors, il y a différents types de jeûnes et c'est vrai qu'en fonction, on va dire, de la
la durée du jeûne, on va voir des phénomènes notamment d'autophagie qui vont être plus importants, ce qui fait que plus on a un phénomène d'autophagie important, plus on va avoir un effet épigénétique également important. Donc je dirais que tous les jeûnes n'ont pas le même impact sur l'épigénétique. Donc il faut savoir que le jeûne, ça existe depuis toujours, hein, depuis le début de l'humanité. Au début, on a plutôt été dans des jeûnes subis, hein, mais cette capacité à survivre qu'on a tous en nous, on est programmé pour jeûner, a fait que le manque de nourriture a permis la survie de l'espèce humaine. Après sont apparus les jeûnes culturels, hein, les jeûnes religieux, les jeûnes politiques, hein, les grèves de la faim par exemple. Le jeûne médical thérapeutique est apparu dès l'Antiquité, hein, avec Hippocrate qui prônait déjà les cures de jeûne. Dans les années 1800, début 1900, un médecin américain, le docteur Edward Dewey, a été un des pionniers des jeûnes thérapeutiques. Il a été suivi par le docteur Shelton, hein, qui était hygiéniste aux USA. Dans les années 50, les Russes ont beaucoup utilisé le jeûne et ont fait de nombreux travaux. En 1980 est apparue la fameuse clinique Büchinger en Allemagne, qui est toujours d'actualité, hein, et qui marche très très bien de nos jours. Dans les années 2000, nous avons eu des études plutôt sur les animaux, sur les mécanismes du jeûne, qui ont montré quand même pas mal de choses. Et en 2010, Walter Longo, lui, a commencé ses études sur le jeûne, la longévité, et notamment les façons d'utiliser le jeûne dans les cancers et les traitements des cancers. Donc parmi les preuves scientifiques du jeûne, on a démontré déjà scientifiquement l'impact du jeûne intermittent sur l'amélioration du profil du cholestérol et sur le poids, un impact sur la longévité. Walter Longo, dont je vous parlais tout à l'heure, a montré l'amélioration de l'efficacité des chimiothérapies et une meilleure tolérance aux chimiothérapies avec quelques jours de jeûne avant et après. En prévention primaire des cancers et prévention des rechutes, le jeûne il diminue des marqueurs de terrain propices aux tumeurs comme l'IGF-1, l'indisoma, l'insuline. Et on a montré, surtout sur les animaux, une activation des cellules souches. Quelles sont les indications du jeûne? Alors, on peut faire du jeûne en prévention, on en fait beaucoup en bien-être, santé, détoxification, besoin de réjuvénation, simplement en besoin de faire un reset dans son hygiène de vie. On peut accompagner une maladie inflammatoire ou immunitaire, on peut accompagner une allergie, on peut accompagner un cancer avec du jeûne. On peut accompagner également des maladies métaboliques comme le surpoids, le diabète ou d'autres maladies métaboliques. La notion de jeûne médical thérapeutique est vraiment très très importante et il faut rappeler l'importance d'être encadré par des médecins pour mener un jeûne de façon efficace et sans risque. En effet, il existe certaines contre-indications. Est-ce que vous pourriez les rappeler, ces contre-indications, aux thérapeutes qui nous écoutent? C'est vraiment indispensable de les avoir toujours en tête avant d'orienter son patient vers un jeûne ou pas. Tout à fait. Donc les contre-indications du jeûne, d'abord les premières, les plus importantes, c'est la contre-indication cardiovasculaire. Il est évident que si vous venez de faire un infarctus, vous avez des problèmes d'arythmie ou d'hypotension sévère, c'est vraiment pas indiqué. Des troubles métaboliques comme la dénutrition, le diabète insulino-dépendant, si vous faites des hypoglycémies majeures ou en cas d'insuffisance hépatique ou rénale aussi importante. Des troubles psychiatriques, hein, surtout dans les troubles du comportement alimentaire en psychiatrie comme l'anorexie mentale ou la boulimie. Les troubles du comportement, bien sûr on ne va pas faire jeûner dans les âges extrêmes de la vie, ni des enfants, ni des vieillards ou des seniors à un âge très avancé. La grossesse est une contre-indication également, ainsi que l'allaitement. Quels sont les mécanismes physiologiques du jeûne? Qu'est-ce qui se met en place dans notre organisme quand on jeûne? D'accord, donc il y a plusieurs phases du jeûne. Hein, on va dire dans les 24 premières heures, on continue d'utiliser le glucose circulant et le glycogène fabriqué par notre foie. Une fois qu'on n'a pas mangé entre 24 heures et 5 jours, eh bien, vous savez que le cerveau se nourrit de glucose, donc il va essayer de trouver ce glucose
il va commencer à le chercher un peu dans la graisse et un peu dans les muscles. Et au bout de 3 à 5 jours, il n'y a plus de glucose, il n'y a plus de glycogène. Donc le switch métabolique se fait vers la cétose. Et là, le cerveau va se nourrir principalement de corps cétoniques. Et ces corps cétoniques vont être fabriqués à partir exclusivement des graisses. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'a priori sur le jeûne. On pense que le fait de jeûner, on va perdre du muscle. Il faut savoir que on va perdre un tout petit peu de muscle dans les premiers jours de jeûne. Entre 1 à 5 jours, on va perdre surtout de l'eau, un peu de graisse et un peu de protéines, donc de muscles. Mais au bout de 5 jours, ce qu'on va perdre le plus, c'est de la graisse, un tout petit peu d'eau, et on va perdre que 20 grammes de protéines, ce qui n'est pas grand-chose. Donc le jeûne, il faut casser cet a priori-là, ne fait pas perdre de muscle. Aussi, il faut savoir qu'une femme, par exemple, qui mesure 1,70 m et qui fait 70 kg, elle a des réserves suffisantes pour jeûner pour 40 jours. Si elle en fait 90 kg, elle a 100 jours devant elle avant de mourir et d'avoir des gros problèmes. Donc on est quand même assez large. Qu'est-ce qui se passe au niveau biologique pendant le jeûne? Donc au niveau des hormones, mais bien sûr l'insuline va baisser et inversement le glucagon va monter. On a une baisse de la leptine, une augmentation de la gréline, on a une augmentation de l'hormone de croissance qui est très intéressant dans la réjuvénation et la longévité. Au niveau métabolique, on va avoir une lipolyse, on va avoir une baisse du stress oxydatif, on va avoir une augmentation de la sensibilité à l'insuline. Et au niveau des cellules, c'est vrai quand on jeûne, on a un peu froid. On voit qu'on a une baisse de la température corporelle, on a une baisse des inflammations, on peut voir que des douleurs articulaires se calment assez rapidement. On a une baisse de la tension artérielle. Et par contre, on va avoir une augmentation des cellules souches et de la plasticité cérébrale. Le mécanisme principal, très intéressant, qu'on étudie beaucoup pendant le jeûne, c'est ce mécanisme d'autophagie. Ça veut dire quoi, autophagie? Ça veut dire se manger soi-même. Donc c'est vraiment ce système de recyclage. L'organisme n'ayant plus des substrats extérieurs pour fabriquer de l'énergie, eh bien, il a trouvé un substitut, c'est-à-dire qu'il va faire du recyclage. Il va reprendre toutes les cellules anormales, tous les déchets, tout ce qui va venir intoxiquer l'organisme. Il va le scinder en petites portions et il va refabriquer des cellules neuves, toutes fraîches et toutes pimpantes. Donc c'est vraiment un phénomène très intéressant. Le docteur Yoshinori Ohsumi a eu d'ailleurs le prix Nobel en 2016 pour toutes ses études sur cette autophagie. Donc il y a différents types de jeûnes. Il y a des jeûnes, le jeûne intermittent très connu, très plébiscité, le fameux 16-8, c'est-à-dire 16 heures de jeûne et 8 heures de période alimentaire. Après, on peut prolonger ce jeûne intermittent sur une journée, voire 2 jours. Par exemple, ça va être le jeûne de week-end. Et puis le jeûne long, qu'on considère long quand on est à plus de 3 jours de jeûne, c'est-à-dire que quand on va commencer à rentrer en cétose. Et moi, je pense que pour jeûner de façon plus longue, c'est beaucoup plus sécure d'être accompagné médicalement en faisant un bilan biologique avant le jeûne, peut-être une consultation avec un médecin fonctionnel qui connaît bien le jeûne et un suivi pendant le jeûne. C'est pour moi très important. Jeûner ne va présenter d'intérêt que si les efforts sont poursuivis un petit peu dans le temps pour conserver les bénéfices de ce jeûne. Quels sont les conseils, vous, que vous donnez à vos patients, Isabelle, pour justement optimiser les bénéfices du jeûne? Oui, bien sûr, jeûner une semaine et reprendre ses mauvaises habitudes, ça n'a servi à rien pour moi. Quand on jeûne, on prend plus conscience effectivement de ce qui est bien pour nous. Donc il faut cultiver ces bénéfices en ayant une alimentation santé plutôt anti-inflammatoire, donc être conseillé peut-être par un médecin fonctionnel ou un médecin micronutritionnel. Avoir une alimentation à faible index glycémique, bien sûr, éviter tout ce qui est alimentation transformée, ne pas se renourrir de polluants chimiques ni de perturbateurs endocriniens,
Pourquoi pas prendre l'habitude de ce jeûne intermittent qu'on peut faire au moins 2 fois par semaine, voire tous les jours, si on y a pris goût. Et puis aussi, ça apprend à éduquer, à écouter son corps, à savoir, à connaître ses signaux corporels. Manger quand on a faim, ça paraît vraiment simple, mais on a complètement perdu cette habitude. Pourquoi manger si nous n'avons pas faim? Donc c'est vraiment très intéressant de jeûner et ça permet vraiment de cultiver ces bénéfices dans les intervalles de jeûne. Pour conclure, on a vu tout à l'heure que notre comportement avait un impact sur l'expression ou la répression de nos gènes. Est-ce que vous pourriez nous partager un exemple très concret justement de modifications épigénétiques qui peuvent avoir un impact sur notre métabolisme, par exemple? Oui, je vais vous donner un exemple très concret. Le régime cétogène, on va dire que c'est un régime très à la mode, très plébiscité, qui serait bon pour tout le monde. Donc ce régime cétogène qui exclut pratiquement complètement les glucides. Eh bien, si au niveau de vos gènes, par exemple, vous avez, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais on fait maintenant des analyses génomiques. Si vous découvrez que votre patient est ApoE4 et qui métabolise très mal les graisses, le fait de lui donner un régime cétogène va avoir un impact très négatif sur sa santé. Donc c'est très important aussi de connaître la génomique des gens et de faire attention. Il n'y a pas un régime qui est adapté pour tout le monde. On va dire que la médecine micronutritionnelle et médecine fonctionnelle, c'est une médecine sur mesure. Merci beaucoup Isabelle pour ces informations passionnantes. C'était vraiment très très intéressant de vous écouter. Merci à tous pour votre écoute. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur ces questions d'épigénétique, je vous invite à lire le livre du Dr Isabelle Meurger, écrit avec le Dr Alain Butnaru, Épigène, en pleine santé jusque 120 ans. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de nos podcasts Paroles d'experts d'Energetica Natura. À bientôt.